Comme d'usage, chaque vendredi, nous avons notre invité sport, Henri Akodo. Il est l'administrateur du site Afrique Express Sport.net. Avec lui, nous allons parler du football togolais avec la reprise du championnat et surtout à huis clos. C1, Paris se venge à Barcelone. On reste toujours en C1. Haaland, Mbappé, De Gaulle, Ronaldo et Messi déclinent. C'est voilà un point d'interrogation. C3, Manchester United et Tottenham, sans oublier la Roma, mettent une option sur les huitièmes de finale. Henri Akodo, bonjour. Merci de répondre encore une fois de plus à notre invitation. C'est moi, Michel. Allez, on commence par le football togolais, surtout le championnat qui va reprendre, surtout à huis clos, Henri Akodo. Oui, tant entendu, ce championnat qui a été suspendu en mars 2020 pour cause de coronavirus, c'était lors de la 20e journée où la Fédération togolaise de football a mis fin à cette saison-là. Et comme on l'attendait depuis fort longtemps, le football togolais, en tout cas les championnats nationaux de première division, deuxième division vont reprendre le 20 mars prochain, mais dans des conditions assez particulières, puisque la pandémie à coronavirus continue toujours de sévir dans notre pays, et sur la base des dispositions particulières qui ont été prises par du protocole sanitaire, qui ont été pris par les instances fêtières du football, notamment la FIFA, la Fédération internationale de football association, et la CAF, la Confédération africaine de football. La FTF est également dans cette dynamique, et ensemble avec les autorités togolaises, notamment le ministère des Sports, et ainsi que de cette commission nationale de riposte, la décision a été prise de pouvoir reprendre ce championnat-là, mais dans les conditions assez particulières, notamment l'absence des supporters dans les différents stades pour ces deux championnats nationaux de première division et de deuxième division. Henri, on sait que vous avez la maestria depuis quelques années de ce football togolais. Vous allez sur les terrains de foot dans presque toutes les villes du Togo. Et que peut ressembler ce championnat sans supporters? En tout cas, ça sera assez compliqué, pour le moins qu'on puisse dire, pour les clubs au niveau des finances, parce que, nonobstant le fait que notre championnat n'est pas encore un championnat professionnel, la billetterie constitue quand même une force pour les caisses des différents clubs, des différents présidents de clubs, c'est-à-dire que ces présidents de clubs qui véritablement sont des mécènes et qui financent à satiété ces clubs-là, les billetteries permettent. La billetterie permet à ces présidents de clubs de pouvoir du moins alléger un peu les charges au niveau des dépenses de ces clubs. Maintenant, cette décision de la part de la Fédération togolaise de football qui consiste à ce que les stades soient vides va avoir des répercussions négatives sur les caisses de ces différents clubs. À part ça, il y a également cet aspect motivateur qui ne sera pas présent au rendez-vous, parce que nous savons tous que le football draine des passions, et que avec surtout les clubs du septentrion, c'est-à-dire de la région nord du Togo, des clubs comme Ascot Kara, Semassi de Sokodé, où on constate véritablement une ferveur populaire. Même aussi de Gomido de Palimé. Bien évidemment, Gomido de Palimé, sans oublier également Maranatha de Fiokpo. Ce sont des clubs qui drainent assez de foule, et le soutien de ces supporters apporte un bouffet d'air à ces différents joueurs qui se battent sur le terrain pour pouvoir leur rendre la monnaie de leur pièce. Maintenant, il n'y aura pas cette ferveur populaire, c'est assez dommage, mais l'essentiel, c'était la santé. C'est la santé, en tout cas, c'est l'intégrité physique, en tout cas des athlètes. La grande interrogation aujourd'hui, au-delà de cet aspect organisationnel qui consiste à ce que les supporters n'aillent pas au club, la grande interrogation, c'est quand même les conditions dans lesquelles vont se dérouler ces deux championnats nationaux, notamment de première et de deuxième division, puisque en principe,
après chaque match, avant chaque match, on devrait tester, en tout cas, tous les joueurs et tous les staffs de ces différents clubs. Et ça demande énormément de moyens. Aujourd'hui, il y a des réunions qui se multiplient au niveau de l'instance fuitière du football togolais, au niveau du ministère des Sports, pour trouver un peu la bonne formule pour que véritablement ces championnats nationaux se déroulent dans de très bonnes conditions. Au-delà de tous ces aspects, je pense aujourd'hui que si le football togolais doit amorcer une dynamique assez positive, une spirale assez intéressante, il faut véritablement repenser même le statut de notre championnat national, de nos deux championnats nationaux de première et de deuxième division, puisque ces statuts-là sont assez ambigus. Nous sommes dans un système d'amateurs, de championnat amateur, alors qu'il y a de ces joueurs-là qui vivent, c'est-à-dire qui vivent pleinement de leur art, et qui sont engagés dans des clubs comme des professionnels, alors que le championnat n'est pas professionnel. Donc il y a une certaine dichotomie à ce niveau. Il va falloir au niveau de l'instance fêtière du football togolais, et au niveau de l'État, notamment du ministère des Sports, trouver l'alchimie pour faire des réformes assez structurelles pour notre championnat national, en tout cas sur le plan légal. Pourquoi pas ne pas aller au niveau de la semi-professionnalisation, mettre l'accent sur la création des sociétés sportives. Les clubs aujourd'hui ne sont pas véritablement des clubs, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas un statut assez particulier. Ce ne sont pas des entreprises, or que le football, en tout cas moderne, nécessite une certaine organisation des clubs sur le plan structurel, sur le plan organisationnel, sur le plan marketing, droit de télévision, des publicités qui peuvent permettre à ces clubs-là de pouvoir véritablement payer très bien les joueurs. Et ces joueurs-là, également, s'ils sont bien payés et s'ils sont bien formés, ça c'est l'aspect de la formation qui est très important. Vous êtes du football à la base également. Il faut véritablement que l'État mette l'accent sur ces différents aspects, l'aspect infrastructurel pour permettre au sport togolais, au football togolais en particulier, de pouvoir retrouver ses lustres d'antan. Allez Henri, on va parler de la Ligue des champions européenne avec le Paris Saint-Germain qui se venge à Barcelone. Ce Paris Saint-Germain a complètement enterré le FC Barcelone au Nou Camp, une victoire aux allures de revanche. Une victoire aux allures de revanche, vous avez bien trouvé le mot. Moi, je parlerai également d'une rédemption, d'une renaissance de cette formation parisienne qui a su quand même prouver aux yeux du monde que véritablement cette machine elle est lancée et que les Parisiens sont motivés à aller écrire une très belle histoire dans cette compétition, dans cette grande compétition du football européen. Le PSG, vice-champion d'Europe en titre, après sa finale perdue face au Bayern de Munich, avait mal entamé cette compétition cette saison avec des résultats assez en dents de scie, avec des résultats pas réguliers, avec une difficulté dans cette poule-là avant sa qualification avec le Manchester United et le Red Bull Leipzig. Mais ce match des huitièmes de finale au Nou Camp s'apparente aujourd'hui comme une certaine renaissance de ce football parisien qui était en pleine déliquescence avec le limogeage de Thomas Tuchel et l'arrivée d'un nouvel entraîneur. En tout cas, la fois dernière, le mardi dernier au Nou Camp, les Parisiens, sur le plan de la discipline tactique, sur le plan de la cohésion, sur le plan de l'aisance technique, sur le plan de la créativité, la vivacité et l'efficacité, sur tous les plans, les Parisiens ont damé les pions karma à cette formation du FC Barcelone, qui n'était pas véritablement à 100% dans cette rencontre, puisque les Parisiens ont mis de l'intensité avec ce 4-3-3 mis en place par Mauricio Pochettino, avec les deux flèches sur les côtés, le côté gauche Kylian Mbappé qui a fait jouer sa vitesse de course et d'exécution, ses changements de rythme en pleine course et sa dextérité, sa fulgurance. L'image qui fait le tour de la toile, c'est cette incapacité pour Gérard Piqué de pouvoir stopper Lionel Messi, puisqu'il était dépassé par les événements et il était tenté même de pouvoir tirer son maillot, mais la virtuosité et la fulgurance, la dextérité de ce joueur français a fait la différence. Il a marqué un triplé dans cette rencontre. Au-delà de au-delà du mérite collectif
de cette équipe parisienne. Je pense que l'aspect individuel a beaucoup joué dans cette rencontre, puisque les Parisiens ont véritablement fait parler la poudre, notamment dans les petits espaces, mais également sur les transitions rapides. Le FC Barcelone n'a pas hésité parce que véritablement Ronald Koeman s'est trompé au niveau de ses choix, parce qu'il y a des individualités qui n'ont pas répondu. Dira Piqué qu'il n'avait plus joué depuis 5 mois. Et on l'aligne pour un match aussi capital. C'est ça. Et il a trouvé cette, je dirais, ingéniosité, apprécier mon ironie, de pouvoir titulariser cette paire centrale. Gérard Piqué et Clément Lenglet, alors que Lenglet également n'était pas en forme. Les Barcelonais ont pris du bouillon, notamment sur le côté droit de leur défense. Serginho Dest, le jeune Américain qui était aux abonnés absents. Sergio Busquets, sur le pressing, n'était pas présent. On a vu à plusieurs reprises, il s'est fait déborder par cette vivacité de ces joueurs parisiens au milieu de terrain, notamment Verratti, qui l'éliminait dans un mouchoir de poche. Il se jetait à l'abordage tel un gamin, alors que c'est un joueur expérimenté. L'aspect individuel n'a pas aidé cette formation catalane, mais sur le plan collectif également. Elle a joué contre nature. Le FC Barcelone, l'ADN, l'identité du jeu de cette formation. Culé, c'est cette capacité à défendre en avançant. C'est cette capacité à presser haut l'adversaire dans sa moitié de terrain. Mais on n'a pas vu ça. Le FC Barcelone a abandonné la possession du ballon au profit du Paris Saint-Germain. Et lorsqu'ils ont eu de rares incursions, ils ont vandalisé ces actions. Lionel Messi, qui, par ses éclaircies, en tout cas ces dernières semaines, essayait quand même de pouvoir porter cette équipe, mais on a constaté que c'était... A-t-il encore sa tête au FC Barcelone? Voilà un peu. La question. Voilà un peu. On a constaté que c'était l'arbre qui cachait la forêt et que ces derniers semblants de résultats du FC Barcelone s'apparentent véritablement comme une feuille de paille et non une rigueur sans fin. Donc finalement, je pense que le PSG mérite de l'emporter sur cette première manche. 4-1. C'est quand même dommageable pour le FC Barcelone. Cette rencontre consacre également, pour ma part, la fin d'un cycle, puisque le FC Barcelone, depuis quasiment 6 ans, depuis 2015 qu'ils ont remporté leur dernière Champions League, ils n'ont plus performé sur le plan européen. À chaque fois, ce sont les humiliations dans les phases à élimination directe. On se souvient de ce 3-0 pris au niveau du Stadio Olympique de Rome, face à l'AS Rome. On se souvient de ce 4-0 face à cette formation de Liverpool. Qui était véritablement un scénario cataclysmique pour cette équipe. Visiblement, ça devient répétitif. Ça devient répétitif. L'année dernière, c'était le scandale avec ce 8-2. Et aujourd'hui, 4-1, pris à domicile. Ça fait 24 ans que le FC Barcelone, que le FC Barcelone n'a pas pris un triplé de la part d'un joueur dans son stade. C'était Andriy Shevchenko à l'époque, qui jouait au Shakhtar Donetsk. Mbappé, on se rend compte de l'exploit qu'il a réalisé la fois dernière. Justement, parlant de Mbappé et aussi d'un autre joueur, lui, les Norvégiens, Haaland, franchement, les deux là déboulent et on a l'impression que Cristiano Ronaldo et Messi déclinent. Quand vous scrutez un peu le landerneau footballistique européen sur les 20 dernières années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été d'une régularité assez exceptionnelle, d'une constance assez inimaginable dans le monde du football. C'était quand même exceptionnel, ces deux joueurs qui ont rayonné, qui ont alterné un peu les trophées de Ballon d'Or. Il faut quand même leur trouver des circonstances atténuantes, parce qu'aujourd'hui, avec le poids de l'âge, même s'ils arrivent à performer, à marquer pour leurs clubs respectifs, sur le plan collectif, ce sont des équipes, leurs clubs ne sont pas dans une très grande dynamique, et à ce niveau, lorsque le collectif ne suit pas, vous ne pouvez pas faire des miracles. Chaque fois, on parlait tantôt du FC Barcelone avec Lionel Messi qui n'avait pas hésité face au PSG. Pour Cristiano Ronaldo également, c'était quasiment la même chose, même si les circonstances étaient un peu différentes. Puisque la Juventus de Turin a fait son match à l'extérieur, au niveau du stade Dragao. Et surtout a dominé à 60%. Bien évidemment. Contre le FC Porto. Contre le FC Porto, ils ont montré, en tout cas, un jeu assez cohérent,
mais c'était un peu débridé. Parfois, dans les zones assez dangereuses, cette formation n'a pas existé. Ronaldo n'a pas eu des occasions de but et ils n'ont pas pu exploiter véritablement les rares incursions qu'ils ont eues. Le FC Porto en a profité, contrairement à ces deux joueurs, Erling Haaland, auteur de 2 buts et d'une passe décisive bien évidemment, l'équipe sévillante. Contre l'équipe sévillane. Et il disait à la fin de cette rencontre que ce triplé qu'avait marqué Kylian Mbappé la veille face au FC Barcelone l'avait inspiré et qu'il voulait également marquer dans cette rencontre face au FC Séville. Il a fait preuve d'un mental assez exceptionnel, ce jeune joueur norvégien de 20 ans qui aujourd'hui également est en train de pulvériser tous les records. Aujourd'hui, il est à 13 réalisations en 8 matchs de Champions League avec le Borussia Dortmund. Il est à 44 buts, toutes compétitions confondues, en 43 matchs face au Borussia, avec le Borussia Dortmund, alors que Kylian Mbappé également marque beaucoup avec le PSG. Il faut dire sans embâche que ce seront deux extraterrestres qui vont peut-être, s'ils maintiennent également leur régularité, leur constance, ils vont peut-être écrire l'une des plus belles histoires du football mondial, comme l'a fait également ces deux mastodontes que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et on va les prendre individuellement. Haaland joue à Dortmund. Et oui, on le sait, son équipe a sévèrement gagné le FC Séville. Mais Haaland, depuis son arrivée en Allemagne, surprend véritablement. C'est un petit phénomène, ce jeune joueur des Balkans. Il est norvégien. Il est né en Angleterre. Il faut rappeler qu'il a également la nationalité anglaise, puisque son papa a joué là-bas. Et pour la petite histoire, on l'a vu dans ses débuts. Toi, Michel, on l'avait vu dans ses débuts lors de la Coupe du Monde 2017, où on avait partagé des plateaux, on avait même commenté ces matchs. Moi, je me suis rendu compte à l'époque que c'est un petit phénomène qui est en train de pouvoir il a marqué monter 9 buts contre une équipe de l'Amérique du Sud. Exactement, dans une rencontre de poule où il avait marqué 9 buts. C'était quand même exceptionnel. Aujourd'hui, il a des qualités assez exceptionnelles. Un joueur monstrueux physiquement. Malgré son abattage physique, il a également cette qualité technique. Il sait se positionner. Il a cette agilité pour pouvoir faire des appels tranchants et il dérange énormément les défenses adverses. Il a également cette capacité à jouer avec ses coéquipiers, puisque dans cette rencontre face au FC Séville, il était souvent à la dernière passe. D'ailleurs, c'est lui qui a délivré la passe décisive pour son notre coéquipier qui a marqué le troisième but, l'Israélien. Et il a marqué un doublé. Il a des qualités assez exceptionnelles. Il a cette insouciance, cette instantanéité dans le geste, cette soudaineté dans ses frappes qui sont assez sèches. C'est quand même un petit monstre qui est en train de monter. Il est surnommé le cyborg. Je pense qu'on entendra encore parler de ces joueurs-là dans les années à venir, comme de Kylian Mbappé, qui a également... C'est vrai qu'on a parlé un peu de lui, mais on peut toujours continuer. Il a marqué aussi. Effectivement, champion du monde à 19 ans avec l'équipe de France. Et il est en train de franchir un palier face au FC Barcelone. La fois dernière, on l'a constaté dans le jeu. Il était à la construction. Il était souvent le rampe de lancement qui était recherché lorsque les Parisiens voulaient ressortir rapidement. Et grâce à sa fulgurance, grâce à ses courses, grâce à sa tonicité et à ses prises de risque, à son toucher de velours, il a tout simplement fasciné à la fois dernière. Je pense que ce sont deux joueurs assez formidables qui vont continuer par progresser et véritablement faire mal à leurs adversaires dans le futur. On va terminer avec la C3, Manchester United, Tottenham et l'AS Roma. Le club de la Louve donc mettent une option sur les huitièmes de finale. Ces trois équipes ont tout simplement malmené leur vis-à-vis à Henri Akodo. Moi, j'ai vu cette formation de Manchester United qui était assez conquérant, qui était assez lucide dans la maîtrise, dans la gestion du match, dans la capacité à trouver les transitions rapidement, à orienter le jeu d'un côté affiché. Et que dire également de ces individualités qui ont très bien
réagi dans cette rencontre. Doublé de Bruno Fernandes, quel joueur. Quel joueur. Très technique, hein. Il faut le préciser. Très technique, très subtil, Michel. Un petit maestro qui est très bon dans l'orientation du jeu, dans la construction, dans la variation de l'utilisation du ballon, puisqu'il a cette facilité déconcertante à éliminer dans un mouchoir de poste ses vis-à-vis et à s'ouvrir des fenêtres de passe pour ses coéquipiers. Mais il est souvent également à la finition de ses actions offensives, puisqu'il accompagne des actions offensives. C'est tout ce qu'on demande à un footballeur. Un footballeur moderne, il a des statistiques assez affolantes. Voilà. Pour un joueur, il a transcendé, il a transcendé, en tout cas cette formation de Manchester United depuis son arrivée. Même si le collectif ne suit pas, c'est quand même un joueur qui monte la voie, qui donne la voie, qui véritablement apporte énormément à ce collectif dirigé par Ole Gunnar Solskjaer. En tout cas, 4-0 à l'arrivée pour Manchester United. Il faut rappeler que Rashford également a marqué. Il faut dire que cette formation est dans une très bonne dynamique pour aller décrocher la qualification pour les huitièmes de finale. De l'autre côté... Mais face à la Real Sociedad, avoir aussi ce score, Henri Akodo, vous qui suivez également la Liga Espagnola, c'est quand même une surprise. Hein. C'est une équipe qui gêne véritablement les cadres de ce championnat espagnol. C'est une équipe très joueuse, la Real Sociedad, la formation basque, qui véritablement est une équipe bien structurée, bien organisée, avec ce souci-là de pouvoir être toujours conquérant et de pouvoir garder la possession du ballon, d'avoir la maîtrise collective, mais face à cette formation mancunienne qui a mis du rythme, qui a mis de l'agressivité, qui a harcelé le porteur de ballon adverse, ils n'ont pas pu exister. Les coéquipiers de David Silva n'ont pas pu exister face à cette machine infernale qu'avait mis en place Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur norvégien de Manchester United. De l'autre côté, l'AS Rome, avec ce méli-mélo au niveau de la Série A et cette forme d'inconstance, cette formation a su quand même passer le cap pour basculer en mode Ligue Europa. Et avec Edin Dzeko, qui avait quel buteur aussi. Un buteur patenté, l'attaquant Edin Dzeko, un buteur patenté, qui véritablement a apporté également à ce collectif de l'AS Rome la formation de la Louve, qui était en mauvaise passe, je le disais tantôt, avec des problèmes extra-sportifs. Et ce problème entre Edin Dzeko et son entraîneur, mais ils ont su quand même faire abstraction de cette descendance-là pour pouvoir véritablement permettre à cette formation romaine de la vieille ville de pouvoir s'ouvrir, en tout cas de donner une grande chance d'accéder au huitième de finale de la Ligue Europa. Et les hommes de José Mourinho aussi qui corrigent en déplacement, Wahlberg par 1 but contre 4. Hein. Il faut dire que c'est un sacré boulot pour Tottenham également. Sacré boulot pour Tottenham qui est un peu débridé au niveau de la Premier League, avec des résultats en dents de scie, avec une équipe qu'on a vue en première position à un moment donné. Bien évidemment, dès l'entame de cette saison, une équipe qui a fait la course en tête, mais passé la première partie de saison, elle végète dans la médiocrité, j'allais dire, pour ne pas être trop dur, avec mon cher ami José Mourinho, qui n'arrivait pas à pouvoir transcender, à pouvoir rameuter et rassénérer et rassurer ses joueurs par son discours et par sa stratégie de jeu. Des joueurs qui ont perdu un peu de leur verbe, notamment Harry Kane. Mais hier, face à la modeste formation de Forsberg, ils ont su quand même élever leur niveau de jeu. On a vu de très belles choses, de belles actions construites qui véritablement ont abouti. La domination de Tottenham était assez territoriale, avec des joueurs comme Gareth Bale qui, l'ancien du Real Madrid, bien évidemment, a marqué dans cette rencontre. Je pense que vivement qu'il puisse amorcer cette rédemption de la part pour son équipe Tottenham, pour véritablement passer dans une bonne dynamique dans cette fin de saison. Et ces trois équipes, quand on les voit déjà lors de leur premier match, surtout Manchester United et Tottenham qui se sont déplacés, cela veut dire qu'ils prennent, ou bien qu'elles prennent, ça dépend, c'est une équipe, une option sur les matchs retour. Clairement, Michel, elles sont en pole position pour aller composter leur ticket pour les huitièmes de finale, puisque gagner avec pratiquement
4 buts d'écart pour Manchester United et 3 buts d'écart pour Tottenham à l'extérieur, c'est quand même 98% de chances de qualification. L'essentiel pour ces deux équipes, c'est de pouvoir rester dans cette constance, dans cette dynamique, en tout cas enchaîné par une très belle performance en championnat ce week-end et espérer rester dans cette dynamique pour le match retour la semaine prochaine. Pour le moins, ce qu'on puisse dire, c'est quand même un match aller des 16e de finale, des matchs allés des 16e de finale de la Ligue Europa qui nous ont offert de très bons spectacles. Il y a Naples des qui matchs a coulé aussi face à cette formation de l'Espagne. Effectivement, Naples n'a pas véritablement existé dans sa rencontre. Gattuso et ses hommes ont des problèmes assez récurrents, en tout cas ces dernières semaines, même s'ils ont battu la Juventus de Turin en temps, c'est quand même une équipe qui n'arrive pas à trouver l'osmose, la bonne carburation. Ce n'est pas assez fluide dans le jeu également. Je pense que Gattuso doit pouvoir trouver la bonne formule, puisqu'il a de très bons joueurs, notamment le jeune Nigérien Victor Osimhen, Dries Mertens, le meilleur buteur de l'histoire du club, sans oublier également Khalidou Koulibaly qui est blessé en ce moment. Je pense que Gattuso, en tout cas pour ne pas se faire limoger par le président De Laurentiis, on le connaît très bien, qui est très charismatique et qui ne badine pas, il doit pouvoir trouver la bonne formule pour permettre à cette équipe d'avancer très rapidement. La déception pour moi, pour ces 16e de finale, c'est quand même ce résultat assez terne et fade de cette formation de Lille, qui n'a pas à domicile face à l'Ajax d'Amsterdam. Bien évidemment, qui n'a pas tenu toutes ses promesses au stade Pierre-Mauroy. Hier, cette formation lilloise qui nous avait habitués ces derniers temps à un très bon jeu laissé, fluide, tourné vers l'avant, avec des joueurs qui sont souvent à la hauteur, Bamba, Yazitier. Mais hier, face à cette formation de l'Ajax Amsterdam, ils ont clairement déjoué les hommes d'Eric Ten Hag ont su quand même mettre en place une bonne stratégie avec un jeu en mouvement, en permutation, avec des joueurs qui allaient très vite vers l'avant, même si le fils de l'actuel président, Georges Weah, l'actuel président libérien, Timothy Weah, a su quand même créer la sensation en marquant contre le cours du jeu. Lille a sombré en 5 minutes sur des phases de jeu assez bien construites de cette formation de l'Ajax Amsterdam. Deson Tadic d'abord pour égaliser sur un penalty assez discutable. Et le deuxième but, la punition de ce joueur d'origine ghanéenne, ce puissant joueur, l'attaquant d'origine ghanéenne qui a marqué ce second but-là pour l'Ajax Amsterdam. Je pense que Christophe Galtier doit revoir sa stratégie et permettre à cette équipe d'aller surprendre l'Ajax à domicile au Johan Cruyff Arena dans une semaine. C'est possible. Peut-être Henri Akodo, merci. C'est moi. On va marquer juste une petite pause et on revient pour Regard Croisé.